Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Avec Dessy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas proposé ce format à nos auditeurs de 11e art. On est très heureux de revenir avec ce nouveau format, avec un sujet dont on a déjà parlé sur 11e art, enfin sur Poteau Carré à l'époque, puisqu'on va parler aujourd'hui du groupe Red Bull. C'était le sujet de notre tout premier épisode il y a déjà 2 ou 3 ans, je ne sais même plus quand c'était 2 ans et demi. exactement. 2 ans et Octobre demi, voilà. 2020. 2 ans et demi. Tout premier épisode dans lequel on avait parlé justement de la multipropriété des clubs, qui est évidemment aujourd'hui encore un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on va vous proposer une petite uchronie, justement, de savoir qu'est-ce qui se serait passé si le groupe Red Bull n'avait pas investi dans le sport. Et vous l'avez évidemment entendu à l'instant, il vient de prendre la parole. Il est avec moi aujourd'hui pour m'accompagner sur cet épisode. L'immense Tom Abadi qui a sorti aujourd'hui ses doubles nationalités almano-autrichiennes, qui rappellent les plus belles heures de l'histoire. Comment ça va, Tom? Ça va, écoute, j'ai pas les origines hongroises, donc l'Autriche-Hongrie, ça marche pas trop, mais les Allemandes, je les ai. Ça, pour le coup, contrairement à l'Équateur, je l'ai vraiment, la nationalité, C'est vrai? les origines allemandes. Ouais, il y a un petit peu de... Les grands-parents maternels sont allemands. Bon, de toutes les manières, tu trouves toujours des excuses, hein, un petit peu. Oui, Hein. C'est comme la nationalité hongroise, hein. Je pense que tu vas regarder un match de Szoboszlai un jour avec la Hongrie, tu vas dire j'en «Oh, ai regardé qu'un. ça Je y est, l'ai regardé toutes les semaines, le hongrois. très bien». Bon, écoute, Tom, je te propose qu'on ne perd pas de temps, qu'on enchaîne et qu'on bascule directement dans notre sujet du jour. Donc, je vous le rappelle, qu'est-ce qui se serait passé et si le groupe Red Bull n'avait jamais investi dans le football? Alors, évidemment, vous connaissez un petit peu ce format. On va commencer par un rappel historique, alors assez rapide, parce qu'évidemment, beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà l'histoire du groupe Red Bull, mais on voulait quand même faire une petite contextualisation avant de se lancer dans notre format uchronique. Tom, je te laisse commencer évidemment pour nous introduire un peu ce qu'est le groupe Red Bull et ce qu'il représente dans le football aujourd'hui. Bah, écoute, contrairement au dernier épisode que j'ai fait avec Flo, du coup, sur Olas, qui était du coup remonté aux années 80, etc., où effectivement, même moi, supporter lyonnais, je ne connaissais pas tous les détails. Là, pour le coup, que vous lisiez SoFoot, Le Corner et compagnie, vous avez du choix pour connaître un peu plus l'histoire Red Bull. Mais bon, on va quand même vous en parler rapidement. Ça vient évidemment de Dietrich Mateschitz. Là, pour le coup, mon allemand est pas terrible. Mais voilà, c'est un grand monsieur qui a inventé Red Bull, ou qui a été président récent, en tout cas, de Red Bull. J'ai un doute là-dessus. C'est lui qui est fondateur Ouais, voilà, dans les années 80 de 80. de la Donc, boisson qui donne des ailes. voilà, exactement. Proche de Salzbourg, en Autriche. C'est pas un allemand. Et la marque est installée, elle veut se développer et il se rend compte que juste la vente de la boisson énergisante, ça marche bien, mais ça n'a pas explosé, tu vois. C'est comme Coca avant qu'il fasse des pubs du Père Noël. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Donc, on va essayer de faire un peu de marketing. On commence à investir dans les débuts des années 2000 environ dans le sport extrême, donc notamment les X Games, le vélo et in fine la Formule 1 qui est quand même l'un de leurs gros succès avec Toro Rosso et donc l'écurie Red Bull. Mais ils se rendent compte que même si la F1, ça viendra juste après, c'est au début des années 2010 où ils commencent à gagner des championnats, ils se rendent compte que l'argent, les retombées financières ne sont pas énormes non plus avec les X Games. Donc ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qui marche bien dans le sport? C'est le foot. Alors, même si l'Autriche, c'est pas la plus grande nation de football, ils savent bien que les Allemands à côté, les Français, etc., ça suit bien. Donc, ils vont aller racheter l'Austria Salzbourg, joue en violet, et beaucoup, pas pour très longtemps, parce que du coup, dès qu'ils rachètent des trucs, Red Bull, c'est table rase. Là, on est en 2005, précisément, Ah ouais. quand le rachat du club. Donc, ils font table rase, ils éliminent toutes les couleurs, juste pour la petite pique, ils gardent les couleurs juste sur les chaussettes du gardien. C'est la seule pique, le seul truc qu'ils gardent de l'ancien truc. Il faut savoir que ce club était quand même en finale de la Coupe de l'UEFA en 94, que c'est pas un club inexistant, mais que du coup, toute l'histoire est effacée. Ça devient 100% Red Bull. Red Bull Salzbourg, le logo, le maillot, tout ça, tout est aux couleurs de la marque. Ouais, on va revenir un petit peu plus précisément justement sur la perte d'identité de ces clubs un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu chronologiquement les différents achats qui se passent? Parce qu'on sait que au-delà du rachat de Salzbourg, le groupe Red Bull va se constituer notamment à travers le rachat de plusieurs clubs. Et c'est comme ça qu'ils Exactement. vont justement se développer. Ouais, bah, du coup, la prochaine, c'est New York, où ils se disent que le marché américain, bon, bah, boisson énergisante, on ne va pas vous le réécrire, mais ça peut très bien marcher aux US. Donc, ils se disent, bon, bah,
On va ramener Thierry Henry, Juninho, Rafael Marquez, des grands noms des années 2000 et on se dit que ça va exploser. Absolument pas, hein. Ils n'ont toujours pas gagné le championnat. Ils ont gagné la Supporters Shield qui compte pas vraiment comme le championnat et ils n'ont même pas gagné encore de coupe. Mais ils ont été que finalistes une fois, tu vois, en finale de MLS. Ouais. Tu me diras, depuis qu'ils ont racheté, ils ont à peu près le même palmarès que l'Olympique Oui, mais Lyonnais, là, c'est-à-dire une Eusebio Cup et une Audi Cup, quoi. voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est vraiment pas un succès parce qu'ils sont, tu vois, même aujourd'hui, tu en parleras sûrement plus tard aussi avec CFG, ils ont été totalement dépassés par d'autres nouveaux clubs, que ce soit LA FC qui a gagné le championnat l'année dernière, New York City FC, etc. Donc, ils n'ont pas eu un grand succès là. Après est venu, du coup, Leipzig. Leipzig, je pense qu'il y avait une motivation autre de se retrouver dans un grand championnat. Parce que déjà, les retombées financières sont meilleures, l'exposition est meilleure, le championnat allemand est énorme. Top 5 Big League à l'époque, en plus, c'est plutôt pas mal. Donc, ils commencent à regarder un peu les autres clubs. Ils regardent à Düsseldorf, ils regardent à Munich pour le 1860, et ils regardent à Hambourg pour le club de Saint-Pauli, qui, je pense, on va être honnête là-dessus, je pense qu'il y a eu un épisode, au moins une chronique sur l'histoire de 11e art. Saint-Pauli vendu à une multinationale, Ouais. J'y crois très très peu. Ouais. Et bah, C'est un club très orienté à gauche, voilà. Et aujourd'hui, on sait que Leipzig est considéré comme un plastic club qui dépend Voilà. vraiment des millions de Red Bull et c'est pas justement trop dans l'ADN du club. Je pense que ça aurait été un peu mal vécu par les supporters de Saint-Pauli. Exactement, donc on fera probablement un ADN un jour sur ce club magnifique, mais c'est clairement pas sous Red Bull qui suivent. Et bah, le petit pote de Mateschitz, c'est un certain Beckenbauer, je sais pas si vous avez entendu parler de ce mec. Il lui dit, tu sais quoi, moi il y a un truc qui me froisse un peu, c'est le fait que l'Allemagne de l'Est, niveau foot, c'est inexistant depuis la réunification. Évidemment, il y a eu Dresden et compagnie dans les années 70-80, et depuis, il n'y a plus rien. Donc, pourquoi tu n'irais pas voir plutôt en Allemagne de l'Est pour aller investir et donc, il se pose à Leipzig, qui était anciennement le camp de base de la fédération, qui a quand même 500 000 habitants, contrairement à des clubs comme Hoffenheim qui ont vraiment des tout petites villes. Là, c'est 500 000 habitants, c'est 40 000 personnes dans le stade. Donc, le stade local du Lokomotiv Leipzig, qui est en finale de C1 en 87. Il y a un peu d'histoire, mais c'est pas celui-là qui rachète. Il rachète un autre club du Sarsen Leipzig. J'en ai parlé à ma mère. Elle a dit que c'est juste tout simplement Saxony Leipzig. Hein, tout simplement. C'est la région, c'est comme Île-de-France, Paris. D'accord. Ok. Dans ces eaux-là. Ils sont en 5e division à l'époque. Et en fait, pareil, ils font table rase. Ils écartent tout. Et ils veulent remonter le club avec du coup ce stade de 40 000 places en première division. Ce qu'ils font très très rapidement. Il y a d'autres échecs, hein, on parlera du succès de Leipzig, mais il y a eu Bragantino au Brésil, qui était d'abord un autre club au Brésil qui a fusionné avec Bragantino, qui a gagné la Ligue Europa américaine en 2021. Il y a Red Bull Ghana, qui a été vraiment pas un grand succès, qui a fait Qui était 2014, plutôt un partenariat de formation avec Ouais. un club au Ghana, justement. et qui continue leur racine africaine dans leur scouting. Mais voilà, il y a ça et Liefering, qui est du coup le club réserve en Autriche, qui permet au club de faire jouer leurs jeunes joueurs, en tout cas. Voilà, justement, ça c'est un élément important, je pense, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, le rachat de Liefering, qui est donc un club de deuxième division autrichienne, qui va jouer un rôle assez important dans le développement justement de Red Bull. Il y a un autre événement qui va être hyper important dans l'historique et dans la chronologie de cette galaxie. C'est l'arrivée de Ralf Rangnick en 2012, en juillet 2012 précisément, qui sortait à l'époque de plusieurs expériences, notamment une très prolifique à Hoffenheim et une un petit peu plus mitigée malgré une demi-finale de Ligue des Champions à Schalke. Ça va être une signature qui va être essentielle dans le développement du groupe Red Bull, puisque pendant 8 ans, il va varier entre différents postes, notamment les postes de directeur sportif et d'entraîneur dans les deux clubs principaux de la galaxie, qui sont Salzbourg et Leipzig. Et c'est lui qui va justement créer cette politique à la fois de jeu, de recrutement et aussi de fonctionnement de manière plus large. Et c'est lui qui va vraiment avoir un rôle tout à fait déterminant justement dans le développement de Leipzig ou de la galaxie Red Bull de manière générale. Ouais, c'est le big boss. Voilà, on reviendra plus sur son rôle, mais c'est sûr que c'est l'une des personnes les plus influentes du football moderne. Voilà, t'en as parlé un petit peu de ses expériences passées. Il est passé par du Schalke, il a fait beaucoup de deuxième et troisième division. Il a influencé plein de mecs autour de lui. Il a eu Tourelle comme joueur
c'est apparemment lui l'inspiration pour qu'il devienne entraîneur. Mais au-delà de ça, c'est qu'il a influencé plein de coachs allemands avec, du coup, c'est grandement apprécié que c'est lui l'inventeur du gegenpressing, qu'on a vu beaucoup chez Klopp notamment. Sa façon de recruter, c'est essentiel aussi. Même à Hoffenheim, c'était comme Luis Gustavo, Sigurdsson et Dembaba, alors qu'il venait de monter en première division. Donc voilà, c'est un grand monsieur qui, évidemment, les fans récents vont dire bon, bah, il a raté à United. Non, c'est quand même un homme de l'ombre qui a révolutionné le football moderne. On en parlera un petit peu dans l'impact qu'il a eu, mais voilà, il est arrivé, il a pris son rôle de directeur sportif. Il a tout changé. Partout où il est passé, hein, que ce soit à Hoffenheim ou du coup à Red Bull. Et moi, je pense qu'il faut essayer d'apprécier ce mec qui, un jour, sera plus dans le foot, hein, malheureusement. Ouais, clairement. Non, mais c'est vraiment un grand monsieur de la dernière décennie dans le monde du foot européen, si c'était même peut-être des 20 dernières années. Et si on continue un petit peu chronologiquement, justement, notre descriptif du groupe Red Bull, en 2016, il y a un événement qui va faire basculer le groupe dans une autre dimension par rapport à ses objectifs euh, sportifs et aussi commerciaux. C'est justement la montée en première division de Leipzig, qui aura donc réussi quand même à monter de la 5e à la première division en moins de 7 ans. C'est dire l'affluence à la fois de Ralf Rangnick et aussi la pertinence du projet qui est mis en place. Et justement, à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai basculement dans la vision qu'a le grand public, ou en tout cas, surtout le public allemand de ce club-là, parce qu'il va y avoir une véritable détestation de ce club-là, notamment à cause de petites manœuvres administratives qui vont pas du tout plaire aux autres clubs et aux autres supporters allemands. On sait qu'en Allemagne, il y a une règle très importante qui s'appelle la loi du 50+1, qui empêche un investisseur privé de détenir plus de 49% des parts d'un club et donc d'être majoritaire, ce qui oblige d'un autre côté les membres d'un club, que ce soit des socios ou des membres du conseil d'administration, de détenir plus de 51% du club. À Leipzig, c'est le cas, 49% du club appartient à la marque Red Bull, mais le reste des 51% sont détenus par un comité de 17 membres qui sont directement des employés de la marque Red Bull. C'est une façon de contourner un petit peu cette règle et c'est quelque chose qui ne va pas du tout être apprécié en Allemagne parce que c'est une règle un petit peu historique qui justement assure une espèce de pérennité et aussi un contrôle des fans qui est important pour faire respecter l'identité du club, pour maintenir une certaine stabilité économique. Et c'est quelque chose qui va être très mal vécu par les Allemands qui vont donc directement s'en prendre à la fois aux supporters du club mais aussi aux dirigeants évidemment. Considérer le club comme un plastic club. Justement, je le disais tout à l'heure, le fait qu'il soit complètement artificiel finalement, qu'il ait été créé de toutes pièces par le groupe Red Bull, qu'il soit financé par une marque de boissons énergisantes. Et il va y avoir beaucoup de remontrances par rapport à ça. Il va y avoir même des supporters qui vont recevoir des menaces de mort. Donc voilà, ça va très très loin dans la détestation du club en Allemagne. Et ça, c'est aussi un élément qui va jouer à la fois dans la visibilité du club, parce que finalement, on en parle beaucoup, ça va quand même les servir, et à la fois dans la vision qu'on a de ce club en Allemagne et un petit peu en Europe aussi. Ouais, c'est clairement, c'est là où on voit aussi un autre lien qu'a Rangnick avec Hoffenheim, c'est que c'est aussi le même style de club. C'est pas exactement une marque, mais c'est Dietmar Hopp, qui est un multimillionnaire, j'ai envie de dire au moins, si ce n'est multimilliardaire, Il a quand même, qui je vient de pense. ce tout petit club, de cette toute petite ville qui a racheté du coup le club, a totalement oublié la partie 50+1 et s'est quand même sorti du pétrin et a réussi à créer ce club en plastique, comme ils disent, et c'est Bah, clairement très critiqué, quoi. tu sais quoi, on peut même réorienter les gens qui veulent en savoir plus sur Offenheim sur notre épisode de Poto Carré qu'on Exactement. avait fait l'année dernière, qui était très pertinent et qui permet aussi de comprendre le travail de Rangnick qu'il a eu à Offenheim et le travail qui se fait toujours dans ce club qui, mine de rien, malgré le fait que ce soit un plastic club, travaille plutôt pas mal. J'ai rajouté une dernière chose sur Rangnick et du coup cette partie historique parce que évidemment on critique beaucoup cette partie-là. Lui il a dit récemment enfin à l'époque quand il était encore directeur sportif ou entraîneur de Leipzig que la tradition c'est bien, mais si on va que célébrer les cendres, ça ne sert à rien. Il a un peu changé sa vision des choses entre-temps parce qu'il y a des interviews qui dit, «Non, c'est bien de garder la culture» et cetera. Il s'en fout complètement. Il a dit: «Moi, je veux faire table rase et remonter mon projet à ma manière». Un homme avec un certain ego comme ce Rangnick.
Ouais, en effet, un petit ego, l'amiral unique. Bon, Tom, je propose qu'on clôture un petit peu cette partie introductive qui aura, voilà, duré une quinzaine de minutes. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ceux qui ne connaissaient pas l'idée, de manière globale. Hem, il faut quand même dire que, voilà, malgré le fait qu'il ait une réputation, un petit peu ternie en Allemagne du fait que ce soit un plastic club, le groupe Red Bull connaît quand même un véritable succès, que ce soit à Salzbourg où il y a énormément de titres qui ont été de championnats nationaux qui ont été remportés. Le fait d'avoir réussi à faire passer, le club de Leipzig de la 5e à la première division en si peu de temps, puis d'avoir atteint, quasiment même les demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, c'est un véritable succès et justement, c'est là-dessus qu'on voulait partir parce qu'on voulait se poser la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé justement si Red Bull n'avait pas investi, quel impact ça aurait eu sur d'autres clubs, sur des joueurs, sur des entraîneurs et puis plus globalement sur le football européen parce qu'on sait que enfin, on va en discuter, mais c'est vrai que c'est un groupe qui a eu un fort impact, sur le football européen de manière générale. Tom, je voulais qu'on commence notamment par évoquer les différents clubs qui ont été pénalisés justement par l'arrivée, heu, du groupe Red Bull dans le football européen et tu avais quelques exemples en tête. Ouais, bah, en fait, au final, il y a quand même assez peu de titres. Tu as mentionné du coup les titres en Autriche, où ils gagnent quand même presque tous les titres depuis 10 ans, même s'ils ont mis un peu de temps à arriver dans ces titres-là, et qu'il y a un super épisode de After Galaxy où il parle à un ancien coach de Salzbourg qui explique que en fait, l'objectif pendant 10 ans, c'était de rentrer en Ligue des Champions. Ils arrivaient toujours au tour préliminaire et ils se faisaient toujours éliminer par Malmö, en gros. Donc là, l'objectif était d'atteindre la Ligue des Champions. Salzbourg maintenant fait très bonne figure en général en Ligue Europa, plus qu'en Ligue des Champions. Et Leipzig, du coup, a fait bonne impression au match aller contre City et beaucoup moins au retour. Mais il y a des clubs qui ont été. C'est un club régulièrement, Voilà. faut très régulièrement, si ce n'est tout le temps désormais en Ligue des Champions Et en qui huitième de perd finale, fort. régulièrement. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Donc moi, j'ai voulu regarder à des clubs qui étaient impactés, mais en fait, au final, en championnat, Leipzig est régulièrement deuxième ou troisième. Donc, est-ce que ça change radicalement? Pas tant que ça. Il y a une année où ils finissent quatrième et empêchent l'Union Berlin l'année dernière de rentrer en Ligue des Champions, qui aurait été une histoire absolument énorme après leur montée. Euh, il y a des années, ils empêchent Stuttgart de jouer à la Ligue Europa parce que c'est sixième. Tu veux dire qu'en fait, globalement, il n'y a pas de clubs qui ont été particulièrement pénalisés, à part peut-être un ou 2 sur une saison parce que justement, ils prennent un place Voilà, en Ligue des Fribourg Champions? en Pokal l'année dernière, la finale de la Coupe d'Allemagne, que du coup c'est le premier titre de Leipzig en première division. Et là, Fribourg, évidemment, ça aurait été une très très belle histoire qui gagne la coupe, mais voilà, ça n'a pas été fait. Euh, Et à part ça, justement, en championnat, il n'y a pas eu non, de clairement vrais pas. impacts. Je noterai du coup les clubs de Sturm Graz, LASK, Austria et Rapid de Vienne en Autriche, qui évidemment ont régulièrement fini deuxième, vu que au-delà de gagner le championnat, ils gagnent régulièrement la coupe aussi. C'est la mainmise totale. Il y a des clubs qui qui auraient pu moins bien se passer aussi. Je parle notamment de Hoffenheim et de Schalke, et de Dortmund, et l'impact qu'aurait eu Rangnick. Mais ça, on parlera plus tard de son influence. Mais en termes de négativement, il y a très peu de clubs qui ont été négativement impactés, directement en tout cas, par Leipzig, leur présence. Bah, alors, on parle des autres clubs, on peut évidemment parler des clubs qui composent le groupe Red Bull. Justement, voilà, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de cette émission. Leipzig a évidemment connu un succès qu'il n'aurait probablement jamais connu, étant donné que c'était un club de 5e division il y a seulement une dizaine d'années. Donc là, a priori, le succès est certain et je pense que si Red Bull n'avait pas été là, ça aurait été complètement différent. Salzbourg a toujours été un club plus ou moins important du championnat autrichien. Bah, pas sous ce nom-là, mais oui. Pas sous ce nom-là, mais c'est un club qui, voilà, un peu, enfin, assez historique, Ouais. qui avait déjà l'habitude de gagner des titres. Donc, il y a évidemment un Un club impact. de seconde zone, je pense, plus que Voilà. ça aurait été un club qui s'approche des places européennes, mais qui ne gagne pas le titre tous les ans, ça c'est sûr. Disons qu'il y a un impact, évidemment, sur le club de Salzbourg, qui est beaucoup moins important que sur celui de Leipzig, et qui, je pense, est beaucoup moins important que celui d'un autre club, qui est le Liefering. Liefering, qui est donc un club moyen de 2e division. Même de troisième quand il le rachète. Hein. De 3e division quand il le rachète, exactement, et qui aujourd'hui bénéficie évidemment de toute la puissance. Alors, j'ai envie de dire uniquement sportive, parce que c'est vrai que l'impact sur le Liefering est essentiellement sportif,
plus que financier, même si évidemment il y a eu des rénovations et des investissements qui ont été faits dans le club. Mais c'est vrai qu'il bénéficie beaucoup, notamment à travers les prêts, euh, d'un aspect sportif, notamment à travers les prêts des jeunes joueurs de Salzbourg. Donc voilà, c'est plus ça qu'il faut mentionner sur les clubs de la Galaxy Red Bull. Tu voulais rajouter un truc là-dessus? Non, bah, c'est vrai que l'IFRX, c'est un très bon exemple. Ils étaient 3e division. On leur empêche de rentrer en 2e division tellement ils sont forts pour éviter qu'il y ait 2 clubs du même partenariat dans le même championnat. On reviendra sur l'impact de multipropriété en Coupe d'Europe, mais dans le même championnat, c'est encore plus compliqué. Donc, ils restent bloqués avec les titres de champion en 2e div. Mais tu as des coachs, tu as des joueurs, au Upamecano, on en parlera aussi, qui sont passés par là et qui sont du coup, qui n'ont pas la pression, mais en même temps, Leipzig voulait qu'ils montent en 2e division parce qu'ils considéraient que l'équipe réserve en 3e div ne pouvait pas jouer à un niveau assez Élevé pour... compétitif, entre guillemets, pour s'intégrer tout de suite dans des équipes premières. Très intéressant. Il y a un grand monsieur dont on a déjà parlé en début d'émission, puisqu'on a fait l'historique du club, c'est évidemment Ralf Rangnick. Donc, on a fini sur l'histoire des clubs, on va passer un petit peu sur les entraîneurs maintenant. Ralf Rangnick, qui est donc la pierre angulaire de ce projet Red Bull. Comment tu évaluerais sa carrière si le groupe Red Bull n'avait jamais investi dans le football? C'est compliqué parce qu'en fait, ça fait des années qu'avant d'arriver à Leipzig, au Salzbourg surtout, il a fait plein de petits projets. Ça fait depuis 90 environ qu'il a un poste d'entraîneur général. Avant, il était assistant, etc. Il a des idées novatrices, ça on le sait depuis longtemps. On le sait notamment avec cette interview historique en 98 à la chaîne allemande, où il explique que c'est le fait qu'il faut jouer à 4 derrière qui était tout à fait novateur en Allemagne, qu'il faut faire du marquage de zone plutôt que du marquage individuel, etc. Les idées sont là. Cependant, à chaque fois, il avait ce problème de contrôle avec les clubs précédents, que ce soit à Schalke, que ce soit à Hanovre, à Stuttgart, etc. Et à chaque fois, il se faisait virer parce qu'il est rentré en conflit avec la direction. Je pense un peu à ce que fait Conte récemment à Tottenham. C'était tout de suite, je veux changer tout, pas faire table rase comme on en verra avec Red Bull, mais je veux changer les infrastructures, l'approche à l'académie, les idées de jeu, votre approche, etc. Et en fait, avec lui, il y a 3 C, en anglais en tout cas, je ne sais pas si ça marche exactement en français, c'est compétences, concept, donc concept les idées, etc. Donc c'était compétences du management, et capital. Donc il lui fallait de l'argent. Ça marche en français du coup. Voilà, ça marche en français. J'avais un doute avant je l'ai écrit en anglais, j'avais un doute avant de le faire jusqu'au bout. Le concept, bah, lui, il les avait dans sa tête, mais est-ce qu'il pouvait toujours l'implémenter? Le capital, bah, il n'a pas toujours eu. À Schalke, quand il est arrivé en 2000, d'abord avant et surtout en 2004 et à nouveau en 2011, il y avait de l'argent avant que ça coule. Donc ça allait, mais pas toujours le cas. Et le compétence, bah, ça dépend vraiment de partout. Donc, ces idées sont là. Par contre, ce qu'il a retrouvé en directeur sportif à Red Bull, c'était la possibilité d'implémenter ces idées-là avec un soutien inconditionnel, quasiment. Donc, il a tout changé. Il a changé le scouting, la data, la vidéo, etc. Et on lui a laissé carte blanche, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui lui auraient donné ça? Je ne sais pas. Parce que il faut imaginer dans d'autres clubs. Déjà, c'est un fou. En fait, ça fait 20 ans qu'il se virait tous les 2 ans parce qu'il ne s'entend pas avec la direction. Est-ce qu'un grand club comme Dortmund, par exemple, se serait dit « Ouais, franchement, ça, c'est un bon profil ». Non, pas forcément. Est-ce qu'il serait resté à Schalke malgré son burn-out en 2011? Est-ce qu'il serait revenu, il aurait refait des choses parce qu'il s'entendait bien là-bas? Peut-être. Mais le côté directeur sportif, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est à l'époque de... Je parle directeur sportif à Sir Alex, par exemple. Sir Alex, c'était lui quasiment le directeur sportif qui gérait le recrutement, qui gérait les idées de jeu, etc. Le côté très unique et starification directeur sportif, c'est presque lui qui l'invente. Donc, quel club aurait pris ce risque-là pour lui donner ces possibilités de tout changer à son image à lui? Il n'y a pas tant de clubs que ça. Moi, je suis pas complètement... Je suis en grande partie d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense que c'est un entraîneur qui est absolument révolutionnaire dans son approche du foot, notamment révolutionnaire au début des années 2000, puisqu'il a vraiment apporté une vraie vision. Il fait partie d'un cercle d'entraîneurs qu'on appelle le clan des Swab, qui est justement une école d'entraîneurs qui vient directement de Stuttgart, qui a été influencée par notamment le grand Dynamo Kiev de Lobanovski et le Milan de Saki.
Euh, mais voilà, je pense que c'est un entraîneur qui est révolutionnaire, qui avait déjà fait ses preuves dans différents clubs. Tu as parlé d'Offenheim, de Schalke, Œuvre de aussi, Ulm, ouais. de Hanovre, Ulm, etc. Il avait déjà réussi et je pense que quoi qu'il arrive, ça aurait été un entraîneur qui aurait réussi dans différents clubs, peu importe là où Oui, il mais allait. son impact n'aurait pas été le même. Son impact n'aurait pas été le même, mais je suis pas sûr que, connaissant le personnage, il n'aurait pas trouvé un projet comme celui que lui offrait Red Bull. C'est-à-dire que c'est un mec qui a pas peur de prendre des risques, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a fait quand il est arrivé chez Red Bull. C'est un mec qui est devenu directeur sportif d'un club de 5e division, alors qu'il avait déjà auparavant Jouer fait en monter première ligue. Ouais. Offenheim, joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Schalke 04. Donc c'est un mec qui n'a pas peur de prendre des risques tant que le projet est viable. Et je pense que justement, cette capacité à sélectionner des bons projets et ou des projets où aussi il va pouvoir implémenter ses idées, je pense qu'il aurait pu le retrouver dans d'autres clubs qui se seraient manifestés à ce moment-là. Ceci étant dit, pour continuer un petit peu notre uchronie sur les différents entraîneurs et leurs capacités, je pense que Ralf Rangnick a eu un impact déterminant sur une flopée d'entraîneurs allemands, voire peut-être même sur un courant de jeu et de pensée footballistique en Allemagne et plus globalement même en Europe. Parce que quand on prend un petit peu la liste des entraîneurs qu'il y a eu et qui se sont succédés justement sur les différents bancs de Salzbourg, Leipzig, etc., il y a quand même une flopée d'entraîneurs justement qui ont été influencés par la doctrine prônée par justement ce fameux clan des Swabs, ces entraîneurs de cette école d'entraîneurs issus de Stuttgart. Et Rangnick est la pierre angulaire de ce truc-là, c'est-à-dire que c'est lui qui les fait venir en sélectionnant justement les différents profils adaptés à ses envies de jeu. C'est-à-dire que quand il arrive à Red Bull, il définit une façon de jouer et c'est comme ça qu'il va recruter ses joueurs, c'est comme ça qu'il va recruter ses entraîneurs et c'est comme ça qu'il va développer tout le projet Red Bull. Et quand on voit les noms qui se sont succédés, alors Tuchel et Klopp ne font pas partie de ces noms-là. Ils n'ont jamais entraîné que ce soit Salzbourg ou Leipzig, mais par contre, ce sont des entraîneurs qui se sont directement inspirés justement de ce que proposait Rangnick. Et c'est le cas de beaucoup d'autres entraîneurs. Nagelsmann a toujours affirmé qu'il a toujours été très très proche de Rangnick, à la fois de ce qu'il faisait à Hoffenheim et à la fois de ce qu'il faisait à Leipzig quand il l'a recruté ensuite. Ils ont toujours été très proches. Marco Rose était joueur quand Rangnick entraînait à Hanovre au début des années 2000 et c'est probablement lui qui l'a incité à devenir entraîneur ensuite. Et quand on regarde la liste des entraîneurs qui sont passés, Roger Schmidt, Niko Kovac, Adi Hutter, Hassan Huttl, tout ça, c'est des mecs qui sont inspirés directement de la philosophie Rangnick. Et sans la présence de Rangnick, et donc sans la présence de Red Bull, et donc sans la présence de Rangnick, je pense que tous ces entraîneurs-là auraient eu beaucoup plus de difficultés à la fois imposer des idées dans une Allemagne qui, dans les années 2000, oscillait entre la philosophie de Guardiola et justement la philosophie mise en place par Rangnick. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui auraient eu des parcours très différents s'ils n'avaient pas eu la possibilité de participer à cette épopée un petit peu Red Bull. Ouais, mais il y a un dernier exemple qu'on a discuté récemment sur Porto Carré, c'est Roger Schmidt, avec qui il a pu développer directement à Salzbourg ce gegenpressing, ces pressing traps, le fait de coincer les adversaires dans les coins des parties du terrain. Et il lui fallait, entre guillemets, ce relais-là, et Roger Schmidt l'a fait très bien. Glasner aussi, etc. Donc effectivement, il y a plein d'entraîneurs qui ne seraient pas passés au grade supérieur. Est-ce qu'ils auraient été même entraîneurs tout court? Parce que tu parles effectivement de l'école Stuttgart. Je pense qu'on peut même parler aussi de l'école Leipzig ou l'école Red Bull de formation d'entraîneurs. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la différence qu'on peut avoir en France. On en parle récemment dans le COMEX des diplômes, etc. Il y a un côté vraiment école de formation d'entraîneurs en Allemagne. Stuttgart en fait partie. Munich, pas forcément le Bayern, mais généralement la région de Munich en sort pas mal aussi. Et donc, tout ce qui est Salzbourg et Leipzig. Donc, le fait d'avoir une école de formation d'entraîneurs, c'est vraiment très important pour Nick et pour le groupe, quoi. Bah justement, là encore, je peux vous renvoyer à notre podcast sur l'école des entraîneurs allemands qu'on avait fait aussi la première année quand les. Disons qu'on ressort tous les anciens squelettes, là. Hein. Ouais, bah ça, écoute, on a fait des épisodes là-dessus, autant les Bien sûr. promouvoir, c'est très important. Je pense qu'on a fait un petit tour sur les coachs. On va pas s'attarder sur chacun des cas individuellement, même si on aurait pu évoquer par exemple un Nagelsmann qui quand même avait fait un bon boulot avant à Hoffenheim et qui a perfectionné un petit peu son apprentissage sur Rangnick et chez Red Bull à travers
plein de structures aussi qui lui ont permis de se développer. Typiquement, Nagelsmann, c'est un très bon exemple de la différence avec d'autres clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bayern le vire parce qu'on n'a pas de clarté sur ses idées de jeu et c'est trop vague. Mais les 4 années qu'il a passées dans le groupe Leipzig, de Red Bull, Ouais, ça lui a permis de vraiment développer ses idées de jeu et de montrer le talent qu'il avait. C'est pas X raison pour ça qu'il était recruté pour 25 millions au prix d'un joueur, quoi. Donc, il lui fallait le temps et on lui a donné le temps à Red Bull, qu'il n'a pas eu effectivement au Bayern. exactement. Au-delà donc des entraîneurs, on va passer désormais aux joueurs. Alors là aussi, Il y en a plein. le nombre de joueurs qui sont passés par la galaxie Red Bull est absolument hallucinant. Donc on va pas citer tous les joueurs et refaire toute leur carrière si le groupe Red Bull n'avait pas investi en dans le football. Est-ce que toi, tu aurais un ou 2 joueurs qui t'ont marqué et qui seraient justement un peu caractéristiques du système Red Bull? Bah, moi, typiquement, celui qui revient très souvent pour sa mise en lumière, parce qu'évidemment, on pourrait parler de Haaland, qui a fait évidemment ses débuts en Ligue des Champions avec le Salzbourg et qui a totalement explosé après son passage depuis Malmö avant d'aller à Dortmund. Mais moi, je vais parler de Mané, qui est évidemment passé depuis le recrutement historique de Metz en Afrique, qui est passé directement après à Salzbourg et qui a totalement explosé avant de partir à Southampton. Là encore, Southampton, qui a utilisé un peu les méthodes et l'utilise encore aujourd'hui, de Red Bull dans le recrutement, parce qu'on a vu d'autres joueurs passer par là aussi. Mané, évidemment, a une énorme carrière depuis, champion d'Afrique, il a gagné des champions, tout ce qu'il faut avec Liverpool. Et aujourd'hui, de retour dans des pays germanophones avec le Bayern. Évidemment, on espère un jour le revoir à un très grand niveau avec le Bayern, mais ce n'est pas encore le cas. Saka a explosé avec Salzbourg. Il était aux côtés de Naby Keita, etc. Il y a plein de petits joueurs comme ça. Et le dernier que je mentionnerai, c'est Ibrahima Konaté. Toi, tu mentionneras son partenaire de crime, je pense. Mais Ibrahima Konaté, évidemment, fait les joies de l'équipe de France aujourd'hui. Mais ce côté confiance avec le ballon, la compréhension tactique, la compréhension de passe et de positionnement sur le terrain, ça vient de son temps passé à Leipzig, qu'il a rejoint directement depuis Sochaux. Ouais, bah, je vais enchaîner Tom avec ce que tu as teasé un petit peu parce que je voulais évidemment parler de son compère d'Ibrahima Konaté en équipe de France qui est évidemment Dayot Upamecano qui est, je pense, l'incarnation parfaite de ce que veut produire et promouvoir le groupe Red Bull dans le monde du foot aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été recruté très tôt, ce qui est caractéristique de Rangnick qui cherche essentiellement des joueurs qui ont moins de 23 ans à l'époque. Très tôt à Valenciennes, il est encore en centre de formation à cette époque-là et il est recruté par Salzbourg. Il va connaître une première année un petit peu compliquée. Il va être prêté instantanément à Liefering, qui est justement le club de deuxième division dont on parlait tout à l'heure, où il va commencer à faire ses marques. Alors, il joue que 16 matchs là-bas, mais c'est là où il commence à accumuler un petit peu de temps de jeu. Et on voit que les passerelles sont très très proches entre Liefering et Salzbourg, puisqu'il est rappelé de son prêt en plein milieu de la saison pour justement commencer à gagner du temps de jeu avec Salzbourg. Là-bas, il va y passer 2 ans avant de repartir, de partir tout court même plutôt, vers Leipzig, où là, il va commencer, une fois que Leipzig est en jouant en Bundesliga, à véritablement faire ses marques dans un des 5 grands championnats européens. Et c'est pas un hasard, je pense, si les performances de Leipzig vont très rapidement être annotées en Bundesliga, puisque si je ne dis pas de bêtises, dès les premières saisons, ils sont challengers pour. Ils sont deuxième dès leur première Ils saison. Voilà, deuxième de leur première saison. Et Upamecano joue un rôle important et c'est là qu'il grandit. Et en fait, tout ça, c'est un parcours qui s'inscrit justement dans la galaxie Red Bull. C'est-à-dire qu'on va chercher des joueurs très jeunes, on les fait jouer en deuxième division, puis ensuite en première division dans un championnat un petit peu plus mineur que les autres championnats dont on parle. Et ensuite, ils partent directement en Allemagne pour faire leur marque et voilà, et s'imposer. Et aujourd'hui, il signe au Bayern Munich pour un montant exceptionnel. Il est titulaire en finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et c'est un joueur dont la progression a été linéaire, constante, et qui a aussi appris à se forger un petit peu mentalement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a quand même la tête sur les épaules. Et c'est aussi caractéristique du recrutement qui a été mis en place par Rangnick dans le début des années Red Bull. C'est-à-dire qu'ils vont aussi chercher des joueurs qui ont un entourage qui est fiable, pardon, et qui permet aux joueurs de s'épanouir pleinement dans leur façon de jouer. Et voilà. Et Upamecano est exactement ce type de joueur-là. J'avais un deuxième joueur que je voulais citer qui est
aussi caractéristique, c'est Naby Keita qui a un parcours plus ou moins similaire à celui de d'Upamecano, puisqu'au moment où il est recruté à Istres, il est en deuxième division française et Rangnick décèle tout de suite ses qualités qui sont très largement supérieur à la moyenne des joueurs qui supervisent habituellement. Et voilà, pareil, le même parcours, il va jouer à Salzbourg, il va partir à Leipzig et puis il va signer pour 60 millions d'euros à Liverpool quelques années plus tard. Donc voilà, tout ça, pour moi, je voulais pas passer 4 heures sur tous les joueurs qui sont passés par Leipzig, mais c'est deux joueurs qui sont caractéristiques du système Red Bull et qui, sans l'arrivée justement de Red Bull dans le foot européen, auraient eu un parcours complètement différent, si ce n'est même pas un parcours de très haut niveau, je pense. Tellement ils ont bien été accompagnés, Je dans leur pense que Upamecano, c'est un bon exemple aussi dans le sens où on sait que c'est un. Alors, le mot en français, c'est bègue. Je pense que c'est. Voilà, ouais, c'est ça. exactement. Ouais, Et que tout le suivi psychologique, pareil, je repars à l'épisode de Poto Carré de Benfica, où il y a énormément de coachs psychologiques dans le staff, que ce soit à Red Bull ou à Benfica, effectivement. Et donc, Red Bull, dans le côté club très moderne, c'est que l'apport psychologique et de s'entourer, de ne pas parler que de foot, c'est hyper important et de se diversifier. Et c'est comme ça que Upamecano est passé par des cours de chant, il me semble, pour plus devenir bègue et pour s'exprimer un peu plus sur le terrain. Et on l'a vu très bien en Irlande cette semaine, où il engueule assez ouvertement des coéquipiers, que ce soit son capitaine ou de joueurs plus expérimentés. Donc je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage Red Bull. exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Comme je vous l'ai dit, on va pas s'éterniser non plus sur sur les joueurs parce qu'il y a Il y en a il y a 50 000. il y a trop de carrières à faire, à défaire. On peut faire un petit peu de name dropping si vous voulez pour Zabitzer, ouais. Patson Daka, Soboslai, Timo Werner, Taylor Aïdara, Adams, c'est encore dans le Red Bull aussi, mais voilà. Nordi Mukiele qui a signé au PSG, Voilà. Jaleta Tsar. Il y en a évidemment des C'était centaines. la surprise. Je l'avais plus en tête, mais effectivement, Ouais. il est passé par Salzbourg. Bah justement, alors Jaleta Tsar, on va y revenir un tout petit peu plus tard, mais on va parler évidemment maintenant de manière un petit peu plus globale de l'impact de Red Bull sur le football européen, parce que mine de rien, ce type d'investissement et ce type de parcours, que ce soit pour Salzbourg ou Leipzig, a eu une influence sur le football européen et justement sur la question de la multipropriété de clubs. Moi, c'était un des arguments principaux, parce que je voulais en parler, parce que c'est un petit peu un sujet d'actualité pour lequel on a fait cette émission. Il faut savoir que le modèle Red Bull, c'est un modèle qui va révolutionner un petit peu le football des années 2010, notamment dans la propriété des clubs. C'est-à-dire que quand ils arrivent en 2005, qu'ils rachètent le New York Red Bull en 2006, puis Leipzig quelques années après, c'est le premier groupe et le premier groupe d'investisseurs à réaliser ce type d'achat, de multi-achat. Quelques années plus tard, il va y avoir euh, l'exemple de l'Empire Pozzo, donc Pozzo qui est président de l'Udinese depuis 1986, qui va s'inspirer un petit peu de ce qui se fait justement chez Red Bull, qui va petit à petit racheter le club de Grenade en 2009 et puis Watford en 2012. Puis il y a un autre groupe qui va se révéler et qui va aussi s'inspirer de ce qu'a fait Red Bull dans ses premières années. C'est évidemment le City Football Group qui va évidemment dans un premier temps racheter Manchester City et puis se diversifier avec le rachat d'une dizaine de clubs un peu partout dans le monde. Et puis on voit qu'ils continuent encore aujourd'hui avec le rachat de 3 il y a quelques années. Voilà, je pense que c'est un vrai modèle qui est précurseur dans le football européen. Et toi, tu avais un autre exemple, c'est ça? Tu voulais nous parler un peu de Chelsea, Tom? Ouais. Bah, écoute, aujourd'hui, lors d'enregistrement, il y a des révélations du Guardian qui montrent que l'accord Chelsea-Vitesse Arnhem, c'était pas que des prêts de joueurs, c'était aussi Abramovich qui a mis quand même 117 millions d'euros en 5 à 10 ans, je sais plus exactement, pour financer le club, qui a aussi empêché Vitesse de monter en Ligue des Champions pour pas empêcher Chelsea de jouer. Donc déjà, à l'époque, il y avait des problèmes avec la multipropriété en Coupe d'Europe. Mais il y a un prêt et des accords entre les clubs. Lyon a tenté de faire des trucs un peu similaires avec des clubs au Brésil, avec l'Académie Pelé, avec des clubs de Farense au Portugal, mais c'est pas tout à fait pareil. Par contre, effectivement, l'OL est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, il est rentré dans le système de Eagle Football Group avec Botafogo, avec Crystal Palace et donc Molenbeek sous la tutelle de Monsieur John Textor. On ne fera pas toute l'actualité de l'OL ici. 200 heures lyonnais, ça va mal se passer. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un vrai exemple à suivre, notamment pour CFG, donc City Football Group, qui a lui aussi suivi les codes de
table rase, on met le même maillot partout, les mêmes types de logos et on continue comme ça. On change les couleurs, on fait voilà. Pour marketing, quoi. C'est un vrai truc marketing, mais justement, moi, quand je dis qu'ils sont précurseurs, c'est que ils sont carrément précurseurs d'une vraie tendance dans le football européen d'aujourd'hui, en 2023, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un rapport qui est sorti dernièrement qui dit qu'il y a quasiment 82 clubs dans les grands championnats européens qui sont détenus par plusieurs investisseurs ensemble. On peut citer évidemment Redbird, 777, qui sont des fonds d'investissement américains Chelsea qui devient. rejoignent. Et Chelsea devient, ouais. Officiellement aujourd'hui avec Strasbourg, Ouais. bientôt. Et c'est pour ça qu'il y a l'intérêt pour Monsieur Vivel, qui est venu de Leipzig, qui était du coup le responsable de la marque Red Bull ou du groupe Red Bull pour comment gérer plusieurs clubs et donc instaurer cette identité à travers les clubs. C'est pour ça qu'il était très vivement recommandé à Chelsea. Exactement. Tiens, je vais faire une petite recommandation. On a fait un épisode du Comex sur la multipropriété il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller l'écouter aussi, c'est très pertinent avec Thibaut Leplat, David Guzman et Jean-Baptiste Guégan. C'est dommage qu'en audio, on peut pas mettre des liens. Mais oui, mais Tellement il y a le name drop. c'est vrai. Mais on les mettra dans la description, comme ça il y aura Sur Twitter, si vous voulez. voilà, sur Twitter, comme ça vous aurez plein de trucs à écouter après cette émission. Tom, est-ce que tu avais quelque chose d'autre dont tu voulais parler sur le football européen et sur l'impact de Red Bull dans le football européen? Bah, on en parlait un petit peu en off, mais il y a le côté effectivement identité et le côté marque, en fait, où le football devient au-delà du soft power, parce qu'en fait, c'est ça le truc avec la différence avec CFG, c'est que CFG, c'est Abu Dhabi. C'est un pays du Moyen-Orient, plutôt qu'une marque de boissons énergisantes. Donc, est-ce qu'on est devenu juste des placards publicitaires, des hommes sandwich, etc. Peut-être un peu. Mais en même temps, oui, Red Bull, c'est dans le nom. Voilà, même s'ils ont tenté avec Rasenball Sport de recréer un autre truc, on sait que c'est Red Bull. Où là, c'est vraiment très évident. CFG, en fait, dans leur façon de faire, au-delà de la table rase, etc., on ne sait pas forcément que c'est. On n'a pas vu encore de sponsor Abu Dhabi sur le maillot de 3, par exemple. Ils n'ont pas encore changé le maillot non plus. On le sait que c'est eux et on le sait que c'est une promotion. Maintenant, est-ce qu'on est autant sur la promotion du Qatar qu'au PSG? Pas forcément. Donc, il y a un élément de... Il faut essayer de faire du marketing, mais doucement. Il ne faut pas trop les attaquer, contrairement à ce qu'a fait Red Bull en placardisant leur Formule 1, leurs joueurs, etc. avec la marque. Mais en même temps, il faut souligner quand même leur travail parce que, oui, c'est de la marketing. Oui, le style de jeu ressemble énormément à ce qu'ils veulent promouvoir, c'est-à-dire de la jeunesse, de l'intensité, il faut être à fond tout le temps, énergétique, etc. Ça ressemble à la marque. Si tu nous sors du football à l'espagnol, de possession, etc., à Red Bull, ça va pas bien se passer. C'est de la contre-attaque, c'est des frappes de loin, du spectacle. Mais il y a eu une révolution de la data, il y a une révolution de l'analyse vidéo, du scouting. On peut ne pas être fan du message que transmet le marketing en masse comme ça, ou la multipropriété. Il faut souligner quand même le travail qui a été fait, qui fondamentalement a changé le foot européen à l'échelle qu'a changé Guardiola, le football anglais, en faisant des passes de dada. Donc, je ne suis pas fan du côté marketing, mais je suis fan du groupe dans ce qu'ils ont pu réussir à accomplir. Et c'est indéniable que ça va changer le football dans les années à venir, qu'on le veuille ou non, que le COMEX le veuille ou non. Moi, je suis d'accord avec toi justement sur cet aspect démocratisation de l'aspect commercial du football. Alors évidemment, c'est quelque chose qui existait déjà avant l'arrivée de Red Bull dans les années 2000. Il y avait évidemment Même 90, la révolution de la première ligue, c'est la révolution marketing. Exactement, il y a plein de trucs. Mais il y avait déjà des marques qui s'emparaient de... Enfin, on se rappelle des sponsors un petit peu iconiques de certains maillots. Je pense que c'est aussi c'était un moyen déjà à l'époque de faire de la promotion. Mais j'ai l'impression que le groupe Red Bull fait basculer les choses. Alors, ils sont pas tout seuls, évidemment, il y en a plein d'autres qui le font en même temps. Mais ils font basculer les choses dans un truc où le football devient 100% commercial, où tu vas vendre des trucs, tu vas vendre des maillots, tu vas vendre plein de choses. Et quand je dis commercial, je parle aussi en termes de soft power. Tu l'as évoqué un petit peu, mais le Qatar se sert du Paris Saint-Germain pour se développer son soft power. Et voilà, et l'image que renvoient les clubs de football aujourd'hui sont essentiellement économiques, commerciales, plus parfois même que l'aspect sportif. Et quand on voit aujourd'hui tous les milliardaires qui s'arrachent pour essayer de racheter les clubs de première ligue, c'est parce que c'est aussi une visibilité de malade. Et on
On peut parler aussi, par exemple, des différents sponsors, des différents sites de paris asiatiques, voilà, en première ligue. Tout ça, c'est la continuité. Alors, je dis pas que Red Bull est évidemment le point de départ de tout ça, mais je pense que c'est un Il accélérateur de devrait pas particules. être tenu responsable non plus. Non, non, bien sûr que non. Mais je pense que c'est un vrai accélérateur de particules sur ces aspects-là. Et voilà, il y a un rôle à jouer là-dessus qui est Et c'est pour ça particulièrement que, important. on voit, tu vois, si vous avez le temps, allez écouter l'interview de Tcheferin, avec Gary Neville, il y a 2 semaines, je pense, où justement, voilà, Gary Neville le met devant le fait que Manchester United sera probablement un club de multipropriété, que ce soit avec le Qatar ou avec Radcliffe. Et comment est-ce qu'ils vont tacler ça, l'UEFA? Parce que Leipzig et Salzbourg se sont retrouvés face à ça. Ils ont réussi à contourner le fait que c'était le même groupe en quittant un peu des locaux et c'était un peu n'importe quoi. Schäferlin, la première réponse qu'il donne, c'est eh ben, il va falloir réfléchir à ces règles-là. Parce qu'il sait que le multipropriété, c'est le futur du football, encore une fois, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas les règles de l'UEFA qui vont changer grand-chose. Si on voit que la Super League peut se faire, bah, ça va continuer dans ce sens-là. Donc, bah, lui, dans son intérêt, c'est qu'effectivement, il y a peut-être la multipropriété et que sur 32 équipes en Ligue des Champions, il y en a peut-être que 16 propriétaires, tout simplement, ou moins. Heu et que c'est dans son intérêt de voir encore du football, investi et de encore voir les meilleures équipes et les meilleures équipes viendront du même propriétaire, que ce soit des Américains, des Qataris, l'Arabie Saoudite et cetera. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est C'est le futur, il ouais, je faut pense faire que c'est avec. vers ça que le football, européen je pense qu'on a eu une période où, fin des années 2010, où il y a eu une vraie «dataïsation» entre guillemets, ça veut rien dire du football européen et je pense que la prochaine étape, c'est justement qu'on va passer sur ces espèces de multinationales du football avec un investisseur qui détient plusieurs clubs d'un coup et je pense que c'est vers ça qu'on se tourne et On le là voyait déjà avec et là encore, ouais et là encore, je pense que Red Bull a clairement, eu son rôle à jouer parce que c'est un modèle de réussite dans le football européen, voire même dans le football mondial, puisqu'il y a plusieurs clubs, ouais, passent justement, et je pense pas que CFG aurait été si c'était eux les premiers, est-ce que autant de clubs auraient suivi? Je suis pas sûr. Quand tu vois qu'en première ligue, tu as 2-3 clubs, du même propriétaire, voilà, c'est tu parlais de la data, bah, c'est le partage de data. C'était déjà le cas à l'intérieur de Redbird, avec Toulouse notamment. Et bah, ça va continuer comme ça. C'est le fait de partager des ressources, de partager les mêmes scouts, partager les mêmes façons de coaching. Et donc, en fait, tu vas juste avoir 5-6 différents pôles de recherche et pôles de coaching et pôles de recrutement et qui vont s'affronter et ce sera plus des clubs individuels. Il va falloir que les plus petits clubs arrivent à suivre ou alors se fassent racheter comme a fait 3 récemment. Ce qui sera intéressant, c'est comme d'avoir ton avis là-dessus, c'est qu'à l'époque de la première émission sur la multipropriété ou les Galaxy Football, l'équipe était plutôt fan de l'idée, était plutôt fan dans le côté: «On va prêter plein de jeunes joueurs à froid Bah, et ouais, ça va super bien se passer». en fait, le truc, c'est que, quand tu t'inspires de ce qui se passe, chez City Football Group et chez Red Bull, ça inspire beaucoup de monde parce que c'est un modèle qui marche bien, parce qu'il y a des gens qui travaillent bien. Donc forcément, tu as des clubs qui bénéficient de ça et voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de clubs et moi, j'en fais partie directement parce que je suis abonné au Red Star et que j'y vais régulièrement. Mais le Red Star a une gestion qui est un petit peu catastrophique, par 777, tout comme ça l'est, au Hertha Berlin, comme ça l'est au Genoa. Voilà, c'est des clubs qui sont un petit peu en difficulté. Donc c'est la difficulté de tous ces de Et cette 3 est en difficulté, hein. de cette tend oui, Pas mais que 3 7-7. c'est un club qui est censé aussi faire l'ascenseur, donc c'est Oui. normal qu'il soit un peu en difficulté. Mais, la difficulté de cette, nouvelle tendance, c'est de réussir à mettre en place des systèmes qui fonctionnent et qui fonctionnent aussi bien que ce qu'ont réussi à faire le City Football Group et Red Bull. Et et justement, là, on parle un petit peu du futur, mais moi, je pense qu'il y a un autre aspect sur lequel, on doit revenir par rapport à l'impact du City Football Group et s'il n'avait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé? C'est cette question de l'ultra-professionnalisation du football. On l'a évoqué, en parcimonie depuis le début de cette émission, mais Red Bull est l'un des premiers clubs. Alors là aussi, c'est comme sur l'aspect commercial, c'est pas le premier club et c'est pas celui qui a tout révolutionné, mais c'est encore une fois un accélérateur de particules sur cette question-là de l'ultra-professionnalisation des footballs. C'est le premier club à aller, mettre en place un système de recrutement en utilisant de la data,
qui va inspirer ensuite des clubs comme Midtjylland, comme Brentford, comme Toulouse, comme voilà, énormément plein, Liverpool aussi. Liverpool, tous les clubs qui en fait ont accès à la data aujourd'hui. Eux, c'est comme ça qu'ils vont faire quand ils vont chercher Naby Keïta à Istres, évidemment que c'est pas parce que c'est pas uniquement parce qu'ils vont le superviser 3 week-ends de suite, c'est aussi parce qu'ils ont des informations sur lui et que ils créent des systèmes là-dessus. Et je pense que la IA va aider aussi là-dessus. Oui, bien sûr. Va réussir à Bien sûr. déterminer, et ça, il y a plein de recherches qu'il fait actuellement sur comment est-ce que les joueurs vont pouvoir s'intégrer dans certains effectifs. Et la IA va les aider à les intégrer. Donc ça, on va partir là-dedans aussi. Dans les Voilà. années à venir. Bien sûr. Et quand je te parle de l'utilisation de la data, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les technologies dans les clubs. On a beaucoup parlé des fameuses technologies utilisées par Dortmund, par Leipzig, notamment avec Nagelsmann. Vous savez, ces fameuses, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, la fameuse salle où les joueurs reçoivent des ballons avec des lumières qui s'allument, etc. Ça, c'est une sorte de technologie. Mais quand on voit les exemples qu'il y a au centre de formation de Salzbourg, par exemple, dans lequel il y a des caméras infrarouges qui comptent les mouvements des haltères soulevés par les jeunes pour optimiser leur performance physique, on se dit qu'on en arrive à un point de technologie qui est tellement poussé que voilà, c'est aussi comme ça que les gens proposent. Alors, ça a ses vices et ses vertus, mais Quand tu vois déjà Nagelsmann qui fait son analyse vidéo directement voilà, au centre d'entraînement de Hoffenheim, voilà, exactement. c'était assez fou. Tu avais l'impression que c'était une scène un jeu de FIFA, quoi. Non, mais tout ça, et, C'est fou. et je peux rajouter aussi le fait que c'est les premiers aussi à faire appel à des psychologues, c'est les premiers à faire appel à des spécialistes des coups de pied arrêtés, des touches, etc. Et en fait, tu Ça, n'as c'est génial. aucun élément du jeu qui est laissé au hasard. Et tout ça fait partie d'un processus d'ultra-professionnalisation qui, là encore, je pense, a été en partie accéléré par des groupes comme Leipzig et comme le City Football Group. Alors, pas Leipzig, pas Red Bull. Et je pense justement que que ces groupes-là, que ces galaxies-là jouent un rôle essentiel dans ce qu'on a vécu, enfin, on joue un rôle essentiel dans ce qu'on a vécu à la fin des années 2010, où tout le monde a commencé à s'inspirer un petit peu du modèle Leipzig, du modèle. Ouais, et après, tout ça, ça a été répété C'est dans le G avec d'autres pays. le jeu Non, de mais tu vois, football. quand on voit le projet Atalanta, c'est exactement ce qui s'est passé à Leipzig 5 ans avant. Et aujourd'hui, en Italie, tout le monde, tous les clubs de seconde zone essaient de s'inspirer du modèle Atalanta. Donc voilà, je pense il y a une influence hyper importante du groupe Red Bull sur le football européen, que ce soit à travers la commercialisation, à travers l'ultra-professionnalisation, à travers les prochaines, à travers la multipropriété. Tout ça, c'est des trucs sans lequel le football européen n'aurait pas bénéficié sans Red Bull. Et je pense qu'il y a un dernier truc où je reviendrai sur ce qu'on a fait au début, qui était le directeur sportif, qui est Rangnick. Et en fait, Ouais. dans les années à venir, le directeur sportif, déjà, il est hyper important. Et nous, on le sait très bien, à l'OL, il est très important, ce directeur sportif. Non, on le sait pas, Bon, il est justement. absent. Voilà. Ouais. Euh, le coach a un impact, mais si le directeur sportif ne le suit pas, ça va pas aider. Donc, tu vas avoir de plus en plus le marché de directeurs sportifs, des mecs à la FM, comme ils disent, qui vont être recrutés pour des dizaines de millions, et c'est pour ça que Chelsea a recruté autant presque de membres à son board de sportifs que de joueurs. Et du coup, le joueur va devenir plus un élément de son jeu d'échecs qu'un truc qui va porter l'équipe vers l'avant. C'est juste une pièce pour le... J'ai pas le mot exact, mais c'est Non, mais je suis d'accord avec toi. pour l'usine, entre guillemets, du directeur sportif. Bah ouais, c'est probablement même la pierre angulaire de plusieurs projets sportifs. Ouais, Et exactement. Et c'est pas le coach qui va, entre guillemets, suivre le projet de jeu, c'est le directeur sportif qui va l'implémenter. Et c'est ce qu'on voit à City. c'est ce qu'on voit dans le 90% de nos épisodes de Potocaré, qu'en fait, il y a souvent un coach en place, mais que c'est souvent les directeurs sportifs qui, quand il y a un projet qui est viable, c'est souvent les directeurs sportifs qui font les trois quarts du boulot, entre guillemets, évidemment. Tom, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Je vois qu'on arrive quasiment à 50 minutes, 55 minutes d'émission. Est-ce que tu as un autre truc à rajouter? Peut-être une recommandation? Je te vois regarder dans ta bibliothèque. Ouais, justement, là j'ai ma bibliothèque à côté de moi. Je voulais recommander le livre. Alors, il y en a de plus en plus des livres sur Red Bull. Il y en a un nouveau qui sort justement sur la tactique de Rangnick. Alors, c'est toujours en anglais, mais je pense que celui-là est peut-être traduit. C'est Wings of Change de Karan Tejwani. C'est publié chez Pitch Publishing, qui font beaucoup de très très bons livres, mais lui notamment, et qui avait été écrit peut-être il y a 3 ou 4 ans. Donc, il commençait à vieillir presque, tellement ça va vite dans son milieu-là. Mais il y avait plein de trucs sur comment ça s'est créé, comment Rangnick a révolutionné ça.
Et c'est vraiment très inspirant, qui nous fait presque aimer ce club. Je ne vais pas commencer à rajouter plein d'autres clubs à mon arc, mais c'est vrai que s'il y a un week-end où je pourrais être Dominique Szoboszlai frapper à 40 mètres dans un stade en furie dans l'est de l'Allemagne, il y a peut-être une possibilité de regarder. Donc, je ferai cette recommandation-là, mais il y a plein d'autres recommandations que tu as fait à travers l'épisode, que ce soit chez 11e art ou même chez nos amis, que ce soit After Galaxy et compagnie, qui ont fait plein de très très bons épisodes sur Leipzig, Salzbourg et la multipropriété en général. Bon, tu es tout à fait imblairable avec tes 40 clubs, mais j'accepte Ouais, oh. j'accepte cette petite recommandation. Si on devait faire un petit bilan de cet épisode et répondre à la question, qu'est-ce qui se serait passé si si Red Bull n'avait pas investi dans le football européen, quel serait ton bilan, toi? Est-ce que tu penses que c'est une uchronie importante ou est-ce que tu penses que c'est justement une uchronie un peu légère sur laquelle on s'est plus amusé qu'autre chose? On s'est amusé. Je sais pas si c'est partagé, mais moi je me suis amusé à le préparer et à le faire. C'est une uchronie importante, mais plus dans l'impact, entre guillemets, culturel et financier, économique, entre guillemets, du football, dans ce que tu as dit, hein, l'ultra-professionnalisation, les coachs, le marketing, etc., que sur le terrain pur. C'est-à-dire que le terrain, oui, tu as le gegenpressing, mais ça vient de Rangnick et on a dit, entre guillemets, il aurait eu une carrière même sans Leipzig. Mais l'impact réel de Red Bull, ça vient du scouting, de la data, de la vidéo, etc. Donc, moi, je pense que l'impact est là. C'est évident qu'il y a eu un impact. On a parlé de CFG et des autres groupes. La multipropriété n'aurait pas été la même. Après, est-ce qu'il y a d'autres clubs à côté qui auraient profité de l'absence de Red Bull? Je ne sais pas. En termes de titres, etc., ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a des clubs qui auraient certainement été très différents. Je pense à tous ceux qui commencent à rentrer dans les galaxies. Aujourd'hui, des clubs seraient très différents s'il n'y avait pas eu la première inspiration de Red Bull. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que en effet, l'impact est beaucoup plus culturel que sportif et que je pense que Red Bull était précurseur sur beaucoup d'aspects qu'on a tous évoqués évidemment pendant cette émission et que aujourd'hui, avec la financiarisation du football quasiment à son paroxysme, je pense que c'est probablement l'exemple, si ce n'est la caricature de ce qui est devenu le football dans les années 2010. Voilà, on en a fini avec Un peu triste. Moi, Ça- je trouve que c'est ça- une bonne note. un peu triste, mais Faut l'accepter, en fait. enfin, c'est Tout a triste, changé. c'est triste pour le football européen. Par contre, c'est pas forcément triste pour le groupe Red Bull parce que tout ça est la caricature de ce qui se passe parce que c'est des mecs qui ont bien travaillé aussi et tout ça a été bénéfique pour certains clubs, notamment les clubs de la Galaxy Red Bull. Et ça intègre d'autres clubs ailleurs. Ils ont Ouais. partenariat avec Goa notamment, et ça commence à ramener brasser des fans en Inde, Ouais, aux US, etc. Ouais, Donc c'est- ça bénéficie d'autres personnes que le football européen, je pense. Ah bah c'est sûr, c'est pour ça que JB parlait dernièrement du soft power utilisé par le City Football Group avec des clubs dans tous les pays essentiels d'un point de vue Chine, économique, Inde, la Chine, l'Australie, etc. Voilà. Je vous laisse aller écouter plutôt cet épisode. Nous, on va clôturer celui-ci en te remerciant, Tom, pour cette super émission. Je trouve que c'était un épisode assez chouette. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur le groupe Red Bull. J'espère que vous a fait un petit peu réfléchir aussi, parce que c'est vrai que c'était un épisode assez essentiel, je pense, dans la compréhension du football d'aujourd'hui. Alors, en toute humilité, je dis ça, hein, mais je pense que les actions du groupe Red Bull sont hyper importantes pour comprendre aussi l'évolution du foot. Et voilà, et moi j'ai trouvé ça assez sympa à faire. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Évidemment, vous restez connectés sur 11e art. Il y a plein d'émissions qui sortent avec un nouvel épisode du Comex dès lundi, des formats courts le mercredi et un nouvel épisode de Poto Carré vendredi prochain avec une nouvelle fois une équipe très alléchante. Tom, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se rejoint très bientôt sur 11e art. Allez, ciao!